Première. Bonjour, nous voici de nouveau au salon de lecture, au lieu unique de Nantes, pour cette deuxième carte blanche consacrée aux paroles de femmes et plus particulièrement aux paroles des héroïnes. Après Charlotte Delbo, cette héroïne résistante communiste, nous allons recevoir aujourd'hui une autrice, romancière, Julia Kerninan. Autour de son livre, Liv Maria. Bonjour Julia Kerninan. Bonjour. Alors, avant de commencer cette conversation, nous allons vous suivre dans cette aventure de Liv Maria. Je vais commencer par l'Incipit. Et puis après, je voudrais quand même vous présenter, j'ai demandé à Michel de vous présenter, parce que vous êtes quand même une jeune romancière, déjà très primée, parce que vous avez écrit pas mal de bouquins. Vous avez commencé à écrire à l'âge de 5 ans, comme tout le monde, vous m'avez dit, mais bon, quand même. Vous êtes doctoresse, on peut le dire, en langue moderne, spécialisée dans la culture et l'écriture et le roman américain. Donc, d'ailleurs, l'introduction, c'est Faulkner. Nous allons parler beaucoup de livres, beaucoup de littérature cet après-midi. Et là, vous avez votre premier roman, Buvard, qui a connu beaucoup de succès, Ma dévotion, qui vient de sortir en poche, Liv Maria, qui est primé pour le prix des libraires tout de même, et puis aussi ce livre-là, consacré à votre thèse. Enfin, tous ces livres ont été édités. Vous êtes déjà édité à l'Iconoclaste. Et donc, Liv Maria, je vais me permettre de commencer par l'Incipit, parce que quand on entre dans le roman, on entre déjà dans la matrice de ce que vous avez écrit. Mes parents font l'amour, et je ne suis pas encore là. Quand ils escaladent l'escalier de leur chambre juste après le déjeuner et qu'ils s'enfuissent sous les duvets de leur lit bateau, je regarde les mouvements de reins de mon père et de ma mère, et je m'étonne qu'un homme d'1,90 m et de 120 kilos puisse onduler comme ça. Seuls les petits pieds de ma mère dépassent du cadre de bois sculpté. Secrètement, je m'imagine que la nuit, mes parents retrouvent la même taille, que la nuit, ils sont égaux. J'ai été voulue, je crois, appelée à tue-tête, mais je ne suis pas encore. Dans l'obscurité du ventre de ma mère, un spermatozoïde paternel que j'aimerais imaginer comme un dracard, mais que je sais au fond de moi se rapprocher plutôt d'un marsouin joueur, fend une eau onctueuse pour atteindre quelque chose de rond. Et alors, je commence à devenir. Bientôt, je serai vraiment moi. Mon nom est Liv Maria Christensen. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, on pourrait peut-être demander à Julia Kerninan ce titre, le choix de ce titre qui, Liv, Maria, ce sont deux prénoms finalement. C'est quoi cette histoire de deux prénoms ? Pour moi, c'était l'idée que Liv, c'est le prénom que son père lui donne, et c'est un prénom norvégien qui veut dire vie, et son père est norvégien. Et Maria, c'est sa mère qui décide de lui donner ce nom-là, parce qu'elle est bretonne, et qu'il y a cette idée que sur une île, tous les enfants, garçons ou filles, ont le nom Marie, comme la Vierge, accolé à leur prénom, parce que c'est une sorte de talisman pour éviter la noyade. Parce que Marie, évidemment, c'est Stella Maris, c'est l'étoile de la mer, et donc dans un peuple de marins, ça protège de la noyade. Et là, l'Incipit, il décrit la conception de Liv Maria, parce que je crois que c'est un livre dans lequel je tresse différents sujets, mais c'est un livre qui interroge ce que c'est que l'enfance, ce que c'est que le rapport aux parents, comment est-ce qu'on arrive tous dans le monde en étant des enfants, et comment, dans beaucoup de cas, on finit par devenir des parents, comment la famille est toujours un théâtre constitué de masques et de costumes qu'on endosse les uns après les autres sans que jamais ne soit fixé, jamais vraiment fixé. Et je crois que le passage qu'on va lire après, parce que Liv Maria, elle grandit sur une île, il y a ça aussi. Et l'île sur laquelle elle naît, l'île où sa mère est née, où son père est arrivé par hasard, c'est une île qui représente l'enfance
et le paradis protégé. Et je crois que l'extrait qu'on lit après, c'est un peu la chute du paradis. La chute du paradis. Après, je voudrais, parce que nous sommes entourés de livres et que vous avez apporté votre bibliothèque intime pour écrire ce livre, nous sommes entourés de l'univers de Liv Maria. Il y a l'univers du père qui aime la littérature, qui lui racontera des histoires le soir, et elle va baigner dans cette littérature de son père. Son père est de quelle langue? Il parle quelle langue? C'est très important. Son père est norvégien, Oui. et il est complètement amoureux de la littérature, et notamment française. Il est très admiratif de l'œuvre de Flaubert, notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis un buste de Balzac ici, et puis tous les livres qui sont là, c'est les livres qui vont ensuite être dans la librairie que va posséder Liv Maria à un moment, dans une tentative d'honorer l'amour de son père pour les livres, et d'honorer aussi le métier qu'exerçait sa mère, qui tenait un café sur l'île. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette petite tête de Bretonne sculptée, parce que son père a des qualités qu'on qualifierait presque de féminines. Il est sensible, il s'exprime, il aime la littérature, alors que sa mère a des qualités qu'on a tendance à attribuer aux hommes. Tout ça étant, de mon point de vue, une erreur. Et dans le livre, c'est très échangé, les qualités entre les hommes et les femmes dans le livre. Mais sa mère, elle est très dure, elle est très silencieuse. Et pourtant, elle voit qu'un amour profond lie ses deux parents. Et elle pense que c'est parce que son père aime la littérature et que sa mère est une héroïne. Et que donc son père a trouvé en sa mère le meilleur livre à lire d'une certaine façon. Et sa mère est d'expression française. Oui. C'est très important. On a déjà deux langues, et on est dans une île. Les 4 frères de sa mère tiennent cette auberge, que sa mère tient d'ailleurs. Cette auberge est très importante, c'est son cocon. La petite grandit, elle a 13 ans. Elle conduit à 13 ans une Volvo, elle trouve sa liberté en conduisant. Et un jour, elle prend stop, si j'ose dire, dans cette île, un étranger. Et bien sûr, il lui arrive là une initiation auquel nous, toutes les femmes, on s'attend. Mais la voilà. Nous lisons le premier extrait. J'en profite pour dire que les extraits ont tous été choisis par Julia Kerninon elle-même. Alors on lit le premier extrait. Je commence. Non, c'est moi. Non. Oui, alors on y va. Arrivée dans la cour à l'arrière du café, elle tourna et freina net. L'homme, qui était à genoux sur son siège, courbé au-dessus d'elle comme un oiseau pour mieux la toucher, perdit brusquement l'équilibre. Sa tête vint cogner le tableau de bord avec un bruit sourd. Il jura. Liv Maria sortit de la voiture en courant et entra dans la maison. « Liv Maria !» cria sa mère. « Qu'est-ce que... » Le son mourut sur ses lèvres. Pendant une fraction de seconde, elles se regardèrent. Sa mère debout dans la cuisine, devant un tas de crabes qu'elle nettoyait, les yeux écarquillés, les mains suspendues dans les airs, et Liv Maria essoufflée, haletante, dos à la porte, les joues brûlantes, le col de son t-shirt déchiré, son pantalon ouvert. Puis il y eut le bruit des ustensiles chutant sur le plan de travail et les petits pas de Mado à toute vitesse, son visage tendu devant celui de Liv Maria, mâchoire serrée. « Qui t'a fait ça? Qui ?» ?»« L'homme, dans ma voiture, dehors, » souffla Liv Maria. D'une main, sa mère la poussa pour ouvrir la porte et sortit. Elle entendit crier dans la cour, puis revenir se planter devant elle. « Il n'est plus là, c'est qui ?» ?»« Le beau-frère. » Liv Maria secoua la tête. « Tu sais, celui qui est arrivé chez les voisins. »« Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Seulement ça, » dit Liv Maria, montrant ses vêtements froissés, soudain épuisés. « Ne dis jamais ça !» avait sifflé sa mère brusquement sans la regarder. « Ne dis jamais seulement !» Ces 2 phrases, Liv Maria y repenserait toute sa vie. Et le visage de sa mère, interdit, se mordant les lèvres, comme si elle s'apprêtait à lui dire encore autre chose. Mais, à ce moment-là, son père descendit l'escalier. C'est quand elle vit son regard et les larmes dans ses yeux qu'elle se mit à pleurer elle aussi. Son père vint la prendre dans ses bras et la serra de toutes ses forces. Il sanglotait. Elle entendait confusément murmurer dans son oreille des petits mots en dialecte norvégien. Elle avait serré son père contre elle,
Par-delà son épaule tremblante, elle regardait sa mère, et sa mère la regardait. Alors, tout à l'heure, il était question de... Le mot théâtre a été prononcé, mais il n'y a pas de théâtre sans chair. Et la chair, on va la connaître à la fois à travers tout le livre, dans un développement, et puis pas seulement, c'est que justement, cette chair est liée au théâtre via la littérature. Comment on organise cette scène de la vie, ou ces scènes de la vie. Voilà, ici on a une scène assez violente qui va déterminer quelque chose dans l'action, en tout cas. Elle va quitter l'île, en tout cas. Ouais, cette agression-là, ça va décider sa mère, à qui manifestement il est aussi arrivé quelque chose, mais on ne saura jamais quoi, à la faire sortir de l'île, comme si c'était le seul endroit où elle pouvait être victime du désir des hommes. Et donc sa mère va l'envoyer le plus loin qu'elle puisse imaginer, c'est-à-dire à Berlin. C'est le Berlin d'avant la chute du mur. Et à Berlin, contrairement aux espérances de sa mère, elle va de nouveau être l'objet du désir d'un homme, mais cette fois-ci, elle va s'en saisir et elle va connaître son premier amour. C'est pas n'importe quel homme, c'est un professeur. C'est un professeur, et vous décrivez d'ailleurs Berlin comme une île. 1987, la France, l'Angleterre, tous les occupants, tous ceux qui occupent la ville, Berlin, sommes encore avec le mur. Et donc, encore une île. Et dans cette île, elle va apprendre une autre langue qu'elle connaît, puisque c'est une langue que son père parlait, et que c'est une langue que maintenant tout le monde parle dans le monde, l'anglais. Et c'est son professeur d'anglais, Fergus. Et là, elle va apprendre l'anglais. Alors, elle se dit, c'est ça qui est drôle dans le roman, elle se dit qu'elle connaît l'anglais, mais en fait, elle ne connaît pas l'anglais. Elle ne connaît pas l'anglais comme vous l'avez appris, comme vous le connaissez. C'est-à-dire que lui va lui insuffler à la fois l'amour de l'Irlande et l'amour de la langue anglaise. Avec tout ce que vous distillez dans les mots anglais, je laisse le lecteur le découvrir. Mais en fait, cette rencontre importante, il va se passer quelque chose finalement, une attirance amoureuse et sexuelle, et en fait, sans acte. Et on le sent à la lecture, et c'est ce passage que nous allons lire. Après le 3e cours, alors qu'elle était en train de ranger ses affaires, le professeur s'était approché d'elle, son cartable à la main, et il avait chuchoté « Vous comprenez tout ce que je dis, n'est-ce pas ?» « Oui, avait répondu Liv Maria. Je crois. Même avec mon accent ? Je suis habituée aux accents, avait répondu Liv Maria en silence dans sa tête, pensant à son père. Oui, votre accent n'est pas très compliqué, je trouve. Vous êtes bien la seule dans cette classe. Vous avez vu comme il me regarde. Mais vous comprenez tout ce que je dis. Lorsqu'il l'avait répété une deuxième fois, fugacement, la phrase avait semblé avoir un deuxième sens, plus profond. Vous comprenez tout ce que je dis. C'était un peu comme ça que ça avait commencé. Ils étaient sortis de la classe, puis du campus. Personne n'avait semblé faire attention à eux. Ils s'étaient mis à marcher, tous les deux, en direction de la station de Dahlemdorf. Et à ce moment-là, il avait dit quelque chose comme moi, en revanche, je ne comprends absolument rien ici. À part son titre, Herr Doktor, qu'elle ne l'avait jamais entendu énoncer autrement qu'avec une joie extrême, il ne parlait pas un mot d'allemand. À l'époque, Liv Maria ne comprenait pas pourquoi on l'avait envoyé là, d'ailleurs, malgré ce réel handicap. Il lui dit plus tard qu'il avait au départ été affecté en Italie, puisqu'il parlait italien, mais qu'il avait accepté d'échanger son poste au dernier moment avec un collègue que ça arrangeait. Et peut-être aussi qu'après tout, avait-il précisé, quelqu'un dans l'administration avait pu considérer que son ignorance était non pas un handicap, mais un avantage. Parce qu'alors, il serait obligé de ne s'adresser qu'en anglais à ses élèves.
Mais cela aussi, tout cela, c'était un mensonge qu'elle mettrait des années à dénoncer. Vous comprenez l'allemand? Un petit peu, avait admis Liv Maria. Mais vous n'êtes pas allemande, n'est-ce pas? En quelques phrases, timidement, elle lui avait expliqué sa situation. Sa mère insulaire, son père norvégien, son séjour chez Bettina, le projet de rester à Berlin, au moins jusqu'au printemps suivant. Depuis combien de temps êtes-vous là? 1 semaine. Vous apprenez vite. Vous êtes jeune. Vous avez grandi entre 2 langues dans ce domaine. Vous êtes une sorte de voyageuse au long cours. C'est pourtant mon premier vrai voyage, avait soufflé Liv Maria, sans savoir s'il l'avait entendu. Mais il l'avait entendu. Il lui demande quel est son truc et Liv Maria répond les verbes. Alors, expliquez-nous tout ça, Julia, s'il vous plaît. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler dans un livre de l'étymologie et notamment de la façon dont la langue anglaise, c'est en fait une langue qui est en partie née de l'accouplement du français et de l'allemand. En fait, on voit bien, quand on regarde de près, que tous les verbes presque en anglais sont des verbes allemands prononcés avec un accent un peu plus doux, mais à l'inverse, il y a beaucoup de noms et d'adjectifs dans la langue anglaise qui sont des mots français. Et donc, je sais pas, ça m'intéressait, forcément les mots ça m'intéresse, donc j'avais un peu envie d'en faire presque un personnage du livre. Et donc, cette histoire d'amour entre Liv Maria et Fergus, c'est une histoire de pouvoir, de domination aussi, puisque c'est quand même un homme adulte qui est son professeur, et il y a quelque chose comme ça, mais c'est aussi l'histoire de comment 2 personnes qui ne parlent pas la même langue bâtissent des petits ponts de cordes au milieu desquels ils peuvent se rejoindre et se comprendre. Et on aurait tort de penser que c'est parce qu'ils sont de nationalités différentes. En fait, moi, ce que je pense que j'ai fait à cet endroit-là, c'est que en mettant en scène ces 2 personnes parlant des langues maternelles différentes, qui cherchent à se comprendre, en s'apprenant l'un à l'autre une langue commune, c'est ça qu'ils essayent de faire à Berlin. En fait, c'est ce qu'on fait tout le temps avec tout le monde. On pense que si on parle la même langue maternelle ou la même langue que quelqu'un, alors on parle la même langue tout court. Mais en fait, quand on rencontre quelqu'un, et a fortiori si on est amené ensuite à avoir avec cette personne un commerce intime ou amoureux, et donc plus dense, on passe notre temps à expliquer le sens des mots. Et je trouve que dans une histoire d'amour, par exemple, on passe un temps assez long au départ, avec un peu de chance, à se mettre d'accord sur le sens des mots et les intonations et ce qu'elles veulent dire et à vraiment se comprendre. Donc d'une certaine façon, la traduction, c'est le début de la rencontre, de toute façon, entre tous les gens. Continuons cette rencontre parce que déjà on a quand même abordé des mots importants qu'on va poursuivre puisque nous sommes dans les mots, le mensonge, le départ, parce que déjà il y a départ, il y a partir et il y a également le fait qu'elle va l'aimer. Elle va l'aimer, tout ça dans une serre. La nature est très importante. Et puis la carte du monde est très importante parce que, en fait, Liv Maria, on est d'accord, elle part. Elle part et elle trouve dans sa vie plein de prétextes à partir. Elle tombe amoureuse évidemment de cet homme qui a une vie ailleurs. C'est très important qu'on le dise. Et puis ses parents meurent, elle l'apprend, parce que là, elle est à Berlin chez la sœur de son père. Elle apprend que ses parents sont morts, donc elle retourne dans l'île. C'est très important. Elle retourne prendre la place de sa mère dans l'auberge. Et là, c'est l'extrait suivant que nous allons lire. Mais avant que vous posiez la question, parce que je pense que vous l'attendez, elle part, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, non? Pourquoi est-ce qu'elle revient sur l'île? Oui. Parce que l'histoire avec le professeur s'est terminée abruptement quand il est arrivé à la fin de sa mission à Berlin. C'est donc un professeur d'anglais, mais d'origine irlandaise, qui est venu travailler à Berlin comme professeur d'été pour mettre du beurre dans les épinards. Et donc il est là que pour 2 mois. Et à l'issue de ces 2 mois, où ils vivent quelque chose qui ressemble quand même à une passion, il lui dit qu'il va rentrer chez lui, parce qu'il faut bien qu'il rentre chez lui, retrouver sa femme et ses enfants, mais qu'il va lui écrire. Et en fait, elle n'a plus jamais de nouvelles. Et il se passe une année scolaire, où elle reste à Berlin, où à la déception succède la colère contre cette personne qui lui a menti.
elle commençait tout juste à faire confiance aux adultes d'une certaine façon, et puis finalement pas du tout. Donc elle va se jeter avec d'autant plus d'énergie dans sa vie à Berlin, elle va encore plus perfectionner ses langues, et puis elle va encore plus perfectionner sa maturité d'une certaine façon. Elle est quand même sortie de son île pour tout d'un coup débarquer sur le continent dans une capitale, elle a tout à apprendre. Donc elle grandit beaucoup cette année-là. Mais quand le printemps arrive, et elle apprend que ses 2 parents viennent de mourir subitement, de façon tout à fait imprévue, et alors elle fait quelque chose dont Thomas Wolfe dit qu'on ne peut jamais le faire, elle essaye de rentrer à la maison. Et on ne peut pas revenir en arrière. Dès lors qu'on quitte l'enfance, on pourra revenir à l'endroit où on a été enfant, mais on ne pourra jamais redevenir enfant. Et c'est pourtant ça qu'elle va essayer de faire en rentrant sur l'île. Donc elle rentre sur l'île, mais l'île, c'est plus l'île sans ses parents, et puis comme elle est perdue, puis il y a cette tentation de se dire qu'elle aurait jamais dû en partir et que donc elle va complètement oublier ce qui s'est passé sur le continent et qu'elle va reprendre ce qui a été le fil de sa vie jusque-là. Et donc notamment, elle va reprendre le café familial. Et elle va se retrouver à mimer, reproduire les gestes qu'elle a vus ses parents accomplir tout le temps qu'elle les a connus. Elle va repasser le linge de ses parents, elle va manger dans leurs assiettes, elle va continuer à cohabiter avec ses oncles, jusqu'à ce que ses oncles même, qui n'ont jamais quitté l'île, sentent que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'elle ne peut pas rester à cet endroit-là et qu'elle fait fausse route en pensant qu'elle ne peut pas bouger. Alors une piste s'ouvre et on va la lire. Arne, son oncle, lui parle. Arne avait dû parler parce que le soir même, son oncle le plus âgé, Olwen, le patron pêcheur, l'avait pris à part à la fermeture du café. « Liv Maria !» avait-il dit pendant qu'elle essuyait les tasses. « Pourquoi tu restes ici ?» Elle avait senti sa gorge se serrer. Pour ne pas vous laisser seule, elle avait pensé. Parce que je vous aime. Pour ne pas fermer ce café où mes parents se sont vus pour la première fois. Pour honorer la mémoire. Pour ne pas me poser la question. Parce que c'est ici que je suis née, et vous aussi, et ma mère. Parce que je crois que c'est ici ma place. Parce que la première fois que je suis partie, il y avait 2 morts à mon retour. La première fois que je suis partie m'a changée de façon irrémédiable et je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça une autre fois. Elle avait fini par articuler « pour ne pas oublier, pour me souvenir ». Olwen avait hoché la tête. Ce n'était pas seulement son oncle le plus vieux, c'était aussi le plus secret. Comme Mado, autrefois, il pouvait s'écouler une semaine sans qu'il ne prononce une seule phrase entière. Liv Maria avait donc été extrêmement surprise quand il avait soufflé. Mais le contraire d'oublier, Liv Maria, ce n'est pas se souvenir, c'est apprendre. Elle l'avait regardé. Il semblait exténué ou peut-être même effrayé par ce qu'il venait de dire, par la justesse de ce qu'il venait de souligner. Plus doucement, il avait ajouté « Tu as seulement 19 ans. Ma mère n'en avait que 15 quand elle a repris le café et elle n'est jamais partie. » Si, d'une certaine façon, elle est partie maintenant. Et si ton père n'était pas parti de chez lui, tu ne serais jamais né. À la fin de sa phrase, ils retenaient tous les 2 leurs larmes. Liv Maria avait articulé « Où est-ce que tu veux en venir, oncle Olwen ?» Il y a un touriste dans la chambre 4. En effet, un jeune Belge était arrivé la veille, souriant et silencieux, avec un bloc canson et un gros sac de toile. Parce qu'il était seul, l'hôtel était plutôt fréquenté par des couples, Liv Maria lui avait fait la conversation au petit déjeuner. Il lui avait raconté qu'il revenait d'un long voyage, qu'il avait vu descendre d'Anchorage, Alaska, jusqu'à l'archipel de la Terre de Feu. Il lui avait montré ses dessins et son journal de voyage. Je t'ai vu parler avec lui. Peut-être que tu pourrais lui parler encore. Peut-être qu'il pourrait te dire comment partir. Partir. Encore un verbe. Partir. Et partir où ? Liv Maria, dans le livre, elle se déplace beaucoup géographiquement, Oui. mais à chaque déplacement géographique correspond à un déplacement intérieur. Oui. Donc,
Donc, quand elle est sur l'île, c'est le moment, donc c'est une île au large de la Bretagne, c'est le moment où elle est petite fille. Ensuite, Berlin, ça correspond avec le moment où elle commence à grandir. Et puis là, elle va partir. Il faut qu'elle parte, c'est ça qu'elle vient de comprendre avec la discussion avec ses oncles qui lui disent maladroitement que... Et elle va aller frapper à la porte du touriste qui va lui demander, très bien, oui, c'est une bonne idée de voyager, mais où est-ce que tu veux? Et là, elle va, comme jeter un dé, elle va parler d'un livre, de Pablo Neruda, parce que Liv Maria, c'est une lectrice, son père lui a transmis ça, donc elle se repère dans la vie grâce au livre qu'elle a lu, et quand elle dit Pablo Neruda, le touriste lui dit, alors il faut que tu ailles au Chili. Et c'est sur ce coup de dé-là qu'elle va aller s'installer au Chili, où elle va se réinventer, encore une fois. Le Chili, moi j'ai jamais mis les pieds au Chili, mais je pensais à un pays chaud, un pays sec, un pays d'hommes aussi, un pays d'animaux, et je la voyais dans des pampas avec des chevaux, et de fait, elle va finir par avoir un élevage de chevaux. Au Chili, Liv Maria, elle se réinvente en femme d'affaires, en femme dure en affaires aussi, et elle va se trouver un acolyte dans ce domaine sous la forme d'un homme plus âgé, encore une fois, mais qui pour le coup n'est pas du tout un professeur, qui est un homme d'affaires, un homme de sang aussi d'une certaine façon, qui s'appelle Ignacio Carrar, et qui va être son amant et son partenaire en affaires pendant la quasi-décennie qu'elle va passer au Chili. Oui, alors c'est à la fois son amant, elle est à la fois son amante et son associée. Elle travaille avec lui, ils font beaucoup d'affaires, elle gagne beaucoup d'argent, mais cette partie du Chili est entrecoupée par 2 chutes. Une chute importante, celle de Fergus, son professeur d'anglais en Irlande, qui... Dites-nous ce qui se passe. Oui, c'est important de revenir sur cette histoire de Fergus. Parce que cette histoire de chute est tellement importante. Qu'est-ce qui se passe? Il vit là-bas avec sa femme et ses enfants, en Irlande. Il se lève un soir et il trébuche en haut de l'escalier. Il est un peu fiévreux. Mais tout ça, Liv Maria, elle l'ignore. Liv Maria, elle est complètement. Et elle imagine encore qu'elle pourrait le voir et lui rendre la monnaie de sa pièce. Et pendant ce temps-là, effectivement, mais c'est En fait, c'est arrivé bien avant, c'est arrivé quelques semaines après qu'il soit rentré de Berlin. Il est pris d'une fièvre et puis il se lève pour aller boire un verre d'eau à la cuisine et il trébuche sur la première marche de l'escalier et il fait une chute mortelle. Et tandis qu'il fait cette chute, moi j'imagine comme un ralenti où Fergus pense à ce qu'il a fait dans sa vie de bien ou de pas bien. Et puis il pense à cette histoire qu'il a eue avec Liv Maria et au fait que personne n'en saura jamais rien. Et juste avant de toucher le sol, il se rappelle, mais trop tard, qu'il lui a donné son adresse. Et que donc il y a quelque part sur Terre un tout petit morceau de papier qui, si elle l'a gardé, atteste du fait qu'ils ont un jour eu quelque chose à faire ensemble. Mais ça, on le saura beaucoup plus tard dans le livre. Surtout, il repense à sa mère, mais ça, je laisse le lecteur le découvrir. Il pense à sa mère, et le fait qu'il pense à sa mère, cette mère qui est très particulière, juste au moment de mourir, est absolument... Ce sont 3 pages d'écriture fabuleuses, permettez-moi de vous le dire. Et puis en même temps, quelque part, là-bas au Chili, on revient au Chili, on voyage beaucoup dans le roman, tout ça dans la tête de Julia Kerninon. On revient au Chili et là, elle a une date d'anniversaire à fêter avec Carrar, son amant, et son associé, enfin son patron quasiment, et puis il ne vient pas à cette date-là, parce que il est lui aussi marié avec des enfants, donc elle se retrouve de nouveau avec un homme pas libre, ça la met quelque part en fureur, elle se dit qu'elle va aller danser, qu'elle va oublier tout ça, elle danse avec un inconnu qui la drague, qui la jette en l'air, elle danse, elle tombe, et là elle aussi fait une chute. Elle est pendant 2 mois, pour une grande voyageuse telle qu'elle est, elle est immobilisée, elle est hospitalisée, très bien soignée. C'est à ce moment-là qu'Ignacio vient lui dire, ou je pense que c'est à ce moment-là. C'est un peu après. C'est un peu après. Ouais. Après aussi qu'il y a ce dialogue entre Ignacio et... Entre-temps, elle s'est occupée des chevaux. C'est ça qu'il faut dire. Oui. C'est ça qu'il faut dire aussi. La vie qu'elle a avec Carrar, c'est une vie où elle a l'impression d'être dans une forme de victoire. Elle a l'impression qu'elle a le contrôle. Et puis elle a ce nouvel homme qui lui l'abandonne pas comme le professeur. Et puis ça dure même s'il est marié. Et puis il y a l'argent. Et puis il y a les différents succès des affaires. Mais cette première chute dans le dancing, c'est quand même le signe que quelque chose ne va pas. Elle devrait pas être toute seule dans ce dancing. Elle devrait pas être aussi saoule. Et
elle échappe pas à la mort, mais elle échappe à un sérieux handicap, à très peu de choses. Donc ça sent que sa vie, elle n'est pas du tout ce qu'elle devrait être. Et ensuite, elle va partir en convalescence pendant quelques temps, mais quand elle se remet, elle est trop nerveuse, elle s'énerve. Alors Carrare lui suggère d'aller s'occuper de chevaux à un autre endroit du pays avec un cousin à lui qui s'appelle Eduardo. Et là, Liv Maria va devenir une éleveuse de chevaux. Elle est très compétente quand elle entreprend quelque chose. Donc elle élève des chevaux, elle vit seule avec des hommes qu'elle emploie. Et voilà. Et le passage qu'on va lire, c'est quasiment c'est un moment où, au début du passage, elle a l'impression d'être au summum de sa vie. Et on va voir qu'en quelques phrases, elle redescend très vite. Au mois de mars 1999, elle avait organisé une course exceptionnelle. Son pur sang champion avait raflé la mise à 12 contre 1. Carrare était là, il était monté du sud pour l'événement. Ils avaient fait une fête à tout casser avec Eduardo et les hommes de l'écurie. Après, elle était rentrée avec Carrare dans la maison qu'elle louait là-bas. Ils avaient continué à boire ensemble avant de faire l'amour, électrisés par l'adrénaline du succès, comme au premier temps de leur rencontre. Petites heures du matin, allongés nus dans la fraîcheur alors qu'il fumait une cigarette après l'amour. Carrare lui avait demandé « Qu'est-ce que tu vas faire exactement, Liv Maria ?» Liv Maria, avait-elle répondu en riant. « Tu ne m'appelles plus Chica ?» Si je calcule bien, tu vas avoir 30 ans à l'automne. Alors non, je ne t'appelle plus Chica. Et je te demande ce que tu vas faire. Ce que je vais faire quand ? Maintenant, avec tout cet argent que tu viens de gagner. Je vais continuer comme j'ai commencé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Peut-être que tu devrais retourner là, d'où tu viens, et te reconstruire une vie. Elle avait senti son cœur se serrer d'un coup. Elle avait dit « J'ai une vie ici ». Non. Ici, tu as des chevaux. Et toi ? D'accord. Des chevaux et moi. Tu vois ? Alors où est le problème ? Tu n'es pas obligé de partir. Je ne te chasse pas. Eduardo est content de travailler avec toi et tout se passe bien. Mais je crois qu'il ne faut jamais rester trop longtemps loin de l'endroit où l'on est né. Tu sais où je suis née, Senor Carrare ? Avait-elle demandé moqueusement, avec l'impression de reprendre le dessus. Non. Et c'est une autre raison de te dire d'y retourner. Tu es parmi nous depuis 9 ans. Moi, je travaille avec toi depuis tout ce temps. Je couche avec toi. Et je ne comprends toujours pas vraiment d'où tu viens. Quelque chose qu'on protège à ce point, on ne peut pas l'abandonner. Elle était riche et blessée. Elle avait 29 ans. On clôt là une partie de sa vie. Que fait-elle ? Encore un verbe. C'est vraiment cette idée qu'elle a fait fausse route à cet endroit-là, que tout d'un coup, sa vie qui lui paraissait luxuriante, lui tombe en poussière entre les mains. Elle se rend compte qu'il n'y a rien qui va dans cette vie. Elle sent qu'elle est fatiguée par des années de manque de sommeil et de trop d'alcool, et puis cet accident qui l'a affaiblie, et puis cette histoire d'amour qui va nulle part, et puis cet homme avec qui elle a une aventure depuis aussi longtemps, et qui lui dit, à raison, qu'il ne sait même pas d'où elle vient. Elle se rend compte qu'elle passe à côté de sa propre vie en se comportant comme ça, qu'elle a essayé de s'imaginer qu'elle était cette personne très très forte qui pouvait complètement se réinventer, mais en fait ce qu'elle fait là n'a aucun sens. Et donc... Carrare, il va beaucoup regretter de lui avoir dit ça. Il était un peu saoul, donc il a essayé de dire des choses et il va essayer de rattraper ses mots après. Il va essayer de lui dire mais non, mais en fait on continue comme on était, c'était bien. Mais elle a entendu cette phrase, elle sait qu'elle est vraie et elle sait qu'elle doit partir. Donc elle va d'abord revenir sur l'île et essayer de rester et retrouver ses oncles. Et ses oncles la regardent avec incrédulité parce qu'elle est très étrange. Et puis elle va finir par retourner au Chili, faire marche arrière, comme si elle avait oublié quelque chose là-bas. Et donc elle est de retour au Chili. Elle n'est plus avec Carrare, mais tout ça c'est sur quelques semaines. Et puis là, elle va faire la connaissance d'encore un nouvel homme. Il s'appelle Flynn. C'est un jeune homme qui est venu faire une espèce de tour du monde du bois qu'il a amené là, parce que lui, il a fait des études dans le bois. C'est un ingénieur dans le bois. Donc il a prévu de commencer une carrière dans une scierie probablement. Mais en attendant, il a décidé d'aller voir les arbres remarquables là où ils étaient. Et donc il se rencontre par hasard dans une librairie. Il y a beaucoup de librairies dans ce livre. Et
Et il tombe amoureux très vite, et très vite ça fonctionne, et voilà quelqu'un qui est disponible et désireux d'être avec elle. Et dans cet émoi du début de l'amour, elle oublie de poser certaines questions, et quand il lui dit qu'il est irlandais, elle se dit « Oh, je vais enfin avoir l'occasion d'aller en Irlande ». Elle pense à toutes ces années beaucoup plus jeunes, des années qui lui semblent maintenant tellement loin, où elle a regardé les cartes du monde en essayant de comprendre où pouvait bien être la maison de Fergus sur cette tache sur la carte. Et voilà que le hasard la remet dans les bras d'un Irlandais, et elle n'y voit qu'un bon signe. Et elle va donc rentrer en Irlande, mais quand elle rentre en Irlande pour qu'il la présente à sa famille, à lui, elle est déjà enceinte et mariée. Et donc elle va passer le pas de la porte de sa nouvelle belle-mère, enceinte, et dès le premier pas qu'elle fait dans cette maison, des photos au mur lui font comprendre qu'elle est dans la maison de Fergus, son ancien amant. Et c'est là qu'elle va se rappeler que son mari, Flynn, qui est donc le fils de Fergus, lui a dit, sans qu'elle n'y prête aucune attention à l'époque, que son père est mort. Donc elle comprend au même moment que cet homme à qui elle en voulait beaucoup est en fait mort, qu'elle est en train de porter le petit-fils d'un homme qu'elle a aimé, qu'elle est mariée avec le fils de cet homme qu'elle a aimé, et que dans cette pièce où se trouvent cet homme et sa belle-mère et des photos de son ancien amant, elle est la seule en possession de toutes ces informations. Et elle décide de se taire. À ce moment-là, elle juge que rien de bon ne peut sortir du fait de raconter ce qui s'est passé. Parce que même si elle se sent relativement innocente, elle voit bien que ça ressemble trop à un tabou ou à une tragédie grecque, et que ça va pas être possible d'expliquer que c'était pas si grave de faire ça. Est-ce qu'on peut vivre sans mensonge? Non, probablement pas. Mais il y en a quand même qui sont plus faciles à porter que celui-là. Et le passage qu'on va lire, c'est un passage où on est dans la tête de la belle-mère en question, Nora, et on va voir quel regard elle porte sur cette belle-fille qui lui arrive. Parce que c'était aussi un des fils que je voulais mettre dans le texte. Je parlais tout à l'heure de l'importance des langues, comme s'il y avait toujours des sens cachés. C'est aussi un texte qui parle beaucoup de l'intuition, dont ce qu'on comprend sans le comprendre. Et donc, Liv Maria, c'est quand même quelqu'un qui va parler anglais avec sa nouvelle famille, avec sa belle famille. Et l'anglais, c'est une langue qui lui a été apprise précisément par le membre de la famille qu'elle n'est pas censée connaître. Donc, en fait, quand c'est une seule personne qui est notre source d'une langue, on parle sa langue à lui. On a ses tics de langage, on a ses expressions préférées, et elle va se demander tout le temps qu'elle va être dans cette famille s'ils peuvent la démasquer seulement avec ça. Si un jour, elle va faire un jeu de mots sans savoir que c'en est un, et que c'était un jeu de mots qu'il était le seul à faire et qu'il lui a jamais dit que c'était lui qui le disait. Et donc voilà, elle se tient dans cette famille en essayant d'être invisible, sans jamais savoir ce qui, dans sa façon de parler l'anglais, peut la trahir. En Irlande demeure vivace une superstition très ancienne qui interdit de refuser l'hospitalité à un étranger, car qui sait qui cet étranger pourrait être? Nora avait souvent écouté ses amis lui décrire leur belle-fille, et voilà que soudain, elle en avait une, elle aussi. Elle considérait cet objet étrange, cette fille qui semblait rendre son fils si heureux et qui ne lui ressemblait en rien à elle. Elle devait avoir une trentaine d'années. Elle était toute enveloppée du halo doré de sa première grossesse. Elle boitait légèrement. C'était, à tous les sens du terme, une étrangère. Et pourtant, dès que Liv Maria avait ouvert la bouche, ce qui avait frappé Nora avait été exactement le contraire de l'étrangeté, la familiarité. C'était un peu comme de regarder quelqu'un à travers un judas déformant, loin et proche à la fois, à peine arrivé et déjà là, aussi familière qu'incompréhensible. Et elle avait été étonnée de penser à Fergus à ce moment-là, parce que les photographies éparpillées partout dans la maison servaient uniquement à ça, lui permettre de ne plus le voir,
à force de le voir, l'oublier. C'est difficile d'expliquer pourquoi un mariage ne fonctionne pas. Pourquoi deux personnes qui se sont pourtant aimées peuvent en arriver à se sentir si mal dans la même maison, dans la même pièce. Comment la magie disparaît? Comment un paysage qui nous a autrefois semblé inépuisable devient aussi ridicule que le papier peint d'une maison qu'on déteste? Quand elle regardait Fergus, Nora voyait d'abord son propre manque de lucidité, son orgueil qui l'avait poussée à épouser un homme qui agacerait ses parents sans saisir qu'il finirait nécessairement par l'agacer elle aussi. Elle se sentait comme ces poissons qui se tortillent pour se recouvrir de sable au fond de la mer. Elle se disait qu'elle avait fait ça toute seule. Il lui avait paru si mystérieux au départ qu'elle avait pensé qu'elle n'aurait pas assez d'une vie pour en faire le tour. Il n'y avait pas de grand secret, pas de grande épiphanie. Quand on aime quelqu'un, ses défauts nous demeurent inconnus, comme s'ils étaient des pleins s'encastrant parfaitement dans nos creux. Mais sans amour, tout le monde est invivable. Les vêtements de Fergus, son odeur, ses plaisanteries, ses plats préférés qu'il espérait sans cesse qu'elle prépare, elle détestait tout. Voilà ce que Nora pense de Fergus. Et voilà aussi comment elle accueille son ancienne amante. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver une maison, non loin de là, une maison dans laquelle ça va être le bonheur total. Elle va s'installer, elle va connaître tout le passé de Flynn, elle va connaître tous ses amis, mais comme tu le dis, elle ne se sent pas à sa place. C'est-à-dire que elle rentre dans le rang à ce moment-là de sa vie par rapport à d'autres choix qu'elle a faits. Et elle y rentre volontiers, et c'est un mariage qui fonctionne, et puis elle a ce premier enfant, et elle est assez heureuse de tout ça. Mais n'empêche que ce secret qu'elle doit porter avec elle dans cette nouvelle vie lui gâche un peu le paysage. C'est un peu comme un caillou dans sa chaussure. Et la scène qu'on va lire après, c'est donc, ils ont acheté cette grande maison, donc il y a des moments où elle raconte comment est-ce qu'elle regarde la maison et elle ne peut pas croire qu'elle en soit arrivée à un moment de sa vie où elle possède une chose aussi immense qu'une maison. Elle se rappelle toutes les années où elle avait ni homme ni enfant et où elle ne possédait rien, et tout d'un coup voilà qu'elle a une maison remplie de choses. Et Flynn décide d'organiser une pendaison de crémaillère pour la présenter à tous les gens qu'il connaît. Mais elle est très inquiète parce que ça veut dire tous les gens de la région. Elle se dit, est-ce qu'il n'y a pas au moins une seule personne à qui Fergus aurait pu parler de moi? Ça lui fait très très peur, et puis aussi ça lui fait très peur parce qu'elle se sent passagère clandestine, donc elle se sent pas du tout légitime à venir serrer la main de tous ces gens qui aiment l'homme qu'elle aime, et en leur mentant, parce que faire comme si tout était normal. Et donc le jour de la fête, elle reste cachée dans la cuisine un certain temps pour éviter d'aller voir les gens, jusqu'à ce qu'un des invités, qui s'appelle Richard, qui est donc évidemment un ami de Flynn, rentre pour la féliciter, et c'est pas un hasard, sur le fait qu'elle a fait des très bons biscuits. Elle a fait des biscuits norvégiens typiques, sauf que c'est des biscuits de Noël, et qu'elle les a fait en plein printemps. Et c'est comme si c'était un indice d'à quel point elle se sent déplacée, d'à quel point elle n'arrive pas à aligner les choses dans sa vie. Et avec ce Richard, ils ont un échange dans la cuisine qui est l'extrait suivant. Richard l'avait regardée avec attention, et dans sa nervosité, Liv Maria s'était demandé si elle ne venait pas de se trahir. Elle peinait à réfléchir, elle se sentait inexplicablement fatiguée d'un coup. Ils se tenaient tous les deux dans la cuisine, elle appuyée contre le plan de travail, lui la dévisageant de son regard perçant. Au bout d'un moment, il lui avait dit: « On ne devinerait jamais que vous avez eu un enfant il y a si peu de temps. » À son tour, elle l'avait regardé. Son visage n'avait pas bougé. Est-ce que c'était un piège? Avec hésitation, elle avait répondu: « Non, mais on devine relativement peu de choses de manière générale. » Et alors, il lui avait souri d'un coup, son visage soudain illuminé, radieux, comme s'il venait, dans une contrée étrange et menaçante, de retrouver au moment le plus opportun une compatriote. Exact. Exact, Liv Maria, on ne devine rien. On finit simplement par comprendre, mais ça nous demande un temps infini.
Il avait bu une gorgée de vin du gobelet en plastique qu'il tenait à la main, puis... Parce que les gens murmurent, les gens se trahissent, ils commettent des erreurs, ils croient dire ce qu'ils disent et taire ce qu'ils taisent, mais bien sûr ils font l'inverse, à leur insu. Les gens murmurent, ils parlent avec leurs cils qui battent, avec leurs oreilles qui rougissent, avec leurs fautes de frappe. Et nous lisons à livre ouvert, à notre insu, les gens murmurent, et nous les entendons, mais le message est parfois si clair que nous cherchons des complications. Pourtant, dans ce que nous taisons en croyant le dire, ce que nous disons en croyant le taire, nous sommes dans notre vérité d'un coup. Maintenant, venez, Liv Maria. Il est temps d'aller saluer vos invités, je vais vous accompagner. Elle avait pris son bras et elle était sortie avec lui dans le jardin, réconfortée, pleine d'énergie. Elle avait bu les verres que Richard lui apportait, elle avait écouté des histoires et raconté quelques-unes des siennes, elle avait aidé des enfants à grimper aux arbres et serrer des mains. La soirée avait été merveilleuse. Les derniers invités étaient partis au petit matin. Elle avait été réveillée à 5 heures par une violente nausée. Penchée au-dessus des toilettes, elle avait vomi tout ce qu'elle avait bu. Elle s'était déshabillée pour prendre une douche avant d'essayer de grappiller quelques heures de sommeil supplémentaires. Malgré sa confusion, le reflet de son corps nu dans le miroir l'avait arrêtée net. Elle était enceinte. Elle était enceinte d'un petit garçon. Un deuxième petit garçon qui est fort différent du premier. Un petit garçon qui va lui poser des questions alors qu'il connaît les réponses. Et ce poseur de questions, finalement, on va s'apercevoir qu'il... peut-être, alors quoi? On va s'apercevoir de quoi, Julia Kerninon? C'est un peu lui, son allié dans la famille, parce que son premier enfant, elle l'a conçu dans l'innocence. Elle ne savait pas dans quelle complication elle se mettait. Elle ne savait pas que... peut-être qu'elle ne devrait pas avoir un enfant avec cet homme-là, puisqu'elle a déjà séduit son père avant. Mais le deuxième enfant... c'est un signe qu'elle s'envoie à elle-même, qu'elle va assumer la situation dans laquelle elle s'est mise. C'est le signe qu'elle décide d'avoir de l'espoir. Et donc, ce que j'écris, c'est que quand ce deuxième enfant naît et qu'il la regarde et qu'elle le regarde, elle est certaine qu'il sait tout, qu'il va être la seule personne de cette unité familiale à savoir pourquoi elle l'a appelé là, pourquoi elle a eu besoin qu'il soit là. Et dans les différentes versions que j'ai faites du livre, il y avait un peu cette idée à un moment que ce petit garçon qui s'appelle Colm soit le seul de la famille qui connaisse toute l'histoire, que par hasard il arrive à avoir tous les éléments. Parce que par exemple, on a bien vu dans la scène sur Nora que Nora sait et voit, a vu des choses de Fergus que Liv Maria n'a jamais soupçonnées. Donc en fait, tous les personnages connaissent une partie de l'histoire, en ignorent une autre, et se trompent tous sur ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent, ce qui s'est réellement passé. Et pour moi, il y avait cette idée que le petit Colm, ça va être le seul personnage, même s'il arrive longtemps après la guerre, d'une certaine façon, à avoir réuni tous les éléments. C'est le seul qui aura la vraie histoire de la famille bien en tête. Et donc il y avait cette idée que c'est lui qui allait ouvrir et clore le livre. Et puis finalement, on a choisi une autre structure un peu moins traditionnelle, mais il est cette petite présence... pas de Jiminy Cricket, mais il est la mémoire de la famille d'une façon ou d'une autre. Et il a une clé pour le lecteur. Oui. C'est le lecteur qui, tout à coup, à travers ce personnage, va rentrer plus profondément dans la complexité de l'histoire. Et il pose des questions, et c'est ça aussi. C'est une espèce de légende aussi de se dire que les enfants ont le tempérament de la situation dans laquelle ils ont été conçus ou du moment dans lequel ils ont débarqué. Et donc elle a ces deux petits garçons et le premier n'a que des besoins très simples. Le premier est presque épuré, alors que ce deuxième enfant, Colm, on voit qu'il est plus soucieux, on voit qu'il a l'air de sentir qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut. Et c'est pour ça qu'il pose des questions et qu'il pose des questions précises. Il ne veut pas simplement obtenir des choses, il veut obtenir des réponses. Et donc elle voit à travers le vocabulaire qu'il emploie qu'il n'est pas du tout là pour les mêmes raisons que son frère. C'est un grand poseur de questions. Et à ce moment-là, on entre dans l'ultime voyage. Et dans ce passage-là que vous avez choisi, vous nous mettez sur une certaine piste. Parfois, Liv Maria aurait presque oublié que c'était arrivé. D'une certaine façon, elle était plutôt revenue chez elle, aussi bizarre que ce soit. Ces gens
Ils étaient 3 fois sa famille en réalité. Elle avait d'abord séduit l'un des leurs, et puis elle l'avait pleuré, comme eux-mêmes l'avaient pleuré aussi. Elle avait épousé l'un d'eux, et elle avait engendré 2 enfants de leur sang. D'une certaine façon, si elle n'avait pas gagné le droit de se tenir parmi eux, personne ne pourrait jamais y prétendre. Quand Nora ou ses enfants racontaient des bons moments passés, elle se surprenait à rire avec eux, innocemment, curieuse de cet absent dans sa belle famille. Cette chaise laissée toujours vide, au bout de la table, ce visage sur les photos qui ne se matérialisait jamais. Et pourtant, quand Nora parlait, quand Nora décrivait les bons moments de son mariage, le plus souvent, Liv Maria était troublée. Elle sursautait. Elle pensait d'abord « Oh, tout ce qu'elle ignore, tout ce qui s'est passé à son insu. » Puis, plus dubitative, froidement, « Mais tu le sais, Nora, comment il était, n'est-ce pas? Tu le sais comme moi. Sa sensualité, son appétit sexuel, son inventivité dans ce domaine, son côté dionysiaque. Je t'estime trop à force pour croire que tu n'en savais rien. Pendant que tu parles, je me rappelle sa façon de baiser, et je pense que toi aussi, parce que c'était inoubliable. Bien sûr, j'aimerais me convaincre que c'était son amour spécifique pour moi qui lui faisait dépenser de tels trésors d'audace, mais je n'en crois rien en vérité. Alors pendant que je suis là, dans cette cuisine très propre, caressant les doux cheveux de mon second fils endormi sur mes genoux, à vous écouter tous les 4 raconter des histoires sur Fergus, je suis incapable de repousser les images mentales qui me viennent de ses couilles, de son cul, de ses doigts dans ma bouche. Ça ne signifie pas que j'en oublie pour autant son esprit, non. Mais vous parlez ensemble devant moi de cet homme comme d'un saint, et nous sommes au moins 2 dans cette pièce, à savoir qu'il était aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses, dès lors qu'on le mettait à l'horizontale. Elle se demandait si Nora pouvait sentir à travers les années le suc de leur sueur mêlée et reconnaître l'odeur de son homme au-delà des milliers de lessives et de bains qui la séparaient maintenant de l'été poussiéreux de Berlin. On revient à Berlin, dans la tête de Liv Maria. Et puis, bien sûr, on ne doit pas raconter la fin. Il faut que nos spectateurs de cette carte blanche achètent le livre et le lisent. Mais quand même, on va lire la conclusion parce qu'elle est formidable. Et la conclusion, elle appartient au mari de Liv Maria, au fils de Fergus. Attends, cette idée quand même, c'est que... Il me semblait bien. Mais oui, c'est que... On parle de mensonge, mais au fond, est-ce qu'un mensonge, ça existe de toute façon? L'idée d'un mensonge, ça supposerait qu'il y ait une vérité. Et la vérité, c'est pas quelque chose qui a du sens dès lors qu'on parle, puisque toute parole est une fiction, tout roman est une fiction, bien sûr. Alors, je veux bien croire que moi, j'ai un problème de déformation professionnelle, mais dès lors qu'on met des mots sur quelque chose, on commence à faire des choix narratifs. Même quand on raconte juste quelque chose à quelqu'un autour d'un café. Donc, le mensonge supposerait que quoi? On n'a pas fait les bons choix narratifs ou qu'on a volontairement caché quelque chose? Est-ce qu'un mensonge par omission, c'est vraiment un mensonge? Est-ce qu'on doit toujours dire toute la vérité à tout le monde, même si on ne nous a pas posé la question? Liv Maria, quand elle a pris la décision le premier jour de pas dire candidement ce qui se passait à son mari et à sa belle-mère, de ne pas raconter ce qui s'était passé il y a longtemps, c'était aussi une façon de décider que c'était son histoire et celle de Fergus et qu'elle n'avait pas à rendre de compte là-dessus. Mais en fait, les années passent et le regard qu'elle-même porte sur ce silence pour lequel elle a opté, mais aussi la situation elle-même change. En fait, les choix qu'on fait, on les regarde différemment avec le temps. Et donc 10 années sont en train de passer, 10 années de cohabitation avec sa belle-mère qu'elle a trompée. 10 années de cohabitation avec son mari, ou peut-être parfois les sentiments qu'elle a pour lui insufflent moins de force qu'au départ, quand elle s'est dit qu'elle pourrait porter ce secret-là. 10 ans à voir ses enfants grandir et à se dire que quand même c'est une drôle de façon de faire des enfants dans cette façon-là. Et puis 10 ans aussi à, d'un côté, appartenir de plus en plus à cette communauté de ce petit village en Irlande, et en même temps savoir que peut-être que la chose la plus importante sur elle, personne ne la sait. Alors à quel point est-ce qu'on peut se sentir intime avec des gens quand ce qu'on est vraiment, quand bien même ça serait honteux, on ne l'a dit à personne? Et effectivement, on ne va pas dévoiler la fin, mais tout ça finit par faire dans la tête de Liv Maria, et ça se mélange aussi avec son inquiétude pour le réchauffement climatique. Elle a un peu l'impression que ça surchauffe, et on sent qu'elle vibre vers la fin, qu'elle a du mal à rester en place, qu'elle se pose de plus en plus de questions sur les choix qu'elle a faits. Et donc on ne va pas dire quelle issue elle choisit à tout ça, mais on va lire la dernière page comme on a lu la première.
5 ans après la disparition de Liv Maria, Flynn s'était rendu seul à une fête d'emménagement dans le village. Il était un peu ivre, pas beaucoup, mais ivre comme il ne l'était jamais avant, et comme il l'était toujours légèrement à présent. Dérivant sans but dans le jardin où tombait la nuit étoilée, il avait soudain cru entendre une voix derrière son épaule prononcer le nom de Liv Maria. Et alors, malgré lui, il s'était retourné, il s'était approché de ce petit groupe inconnu jusqu'à presque le frôler, et il leur avait demandé d'une voix rauque, dont il ignorait jusque-là quelle pouvait être la sienne. Vous parlez de Liv Maria Christensen? Les autres s'étaient interrompus, surpris. Ils ne se connaissaient pas, eux et lui. Ils devaient être de nouveaux arrivants auxquels ils n'avaient pas encore été présentés. Il les avait vus l'évaluer le plus vite possible, puis finalement l'estimer inoffensif. Alors seulement l'un des 4 lui avait répondu « Oui, en effet, celle qui tenait la librairie de Ballinaclo. Vous la connaissez ?» Je ne sais pas. S'était-il entendu dire « C'était ma femme ». On va clore sur ma femme, parce que vous avez des choses à dire là-dessus, sur ma femme. C'est toujours intéressant quand on choisit le dernier mot d'un livre ou la dernière phrase d'un livre, parce que c'est souvent dans cette dernière page que on va un peu souffler au lecteur ce dont nous, on pense qu'on a parlé pendant tout le texte. Et je disais, c'est un livre dans lequel je crois avoir tressé plein de thématiques différentes. Et donc il y a la question de laquelle moi je trouve la plus importante là-dedans. Et il y avait quelque chose là-dessus. Je crois que c'est un livre que j'ai eu envie d'écrire pour parler des vies secrètes, et notamment des vies secrètes des mères et des épouses, qui sont pour moi les représentations les plus plates de la femme. En fait, on peut imaginer qu'une femme ait une vie extraordinaire, mais à partir du moment où elle est présentée comme une épouse ou une mère, alors on dirait une hostie tellement elle n'a plus de saveur, et puis on a tendance à complètement oublier qu'il a pu se passer quelque chose avant. Et donc pour moi c'est un livre, la tension elle joue là-dessus, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on voit Liv Maria dans toutes ses incarnations, alors qu'on voit bien que les gens ensuite ils vont la garder en mémoire comme simplement la femme de Flynn, la mère des 2 petits garçons, ou la femme qui tenait la librairie au mieux. Et en fait, ce moment-là, finir le livre sur le propre mari de Liv Maria, qui admet qu'il ne sait pas vraiment, qu'il ne prétend pas savoir qui elle était, qu'il ne prétend pas l'avoir vraiment connue. Je trouvais ça un peu iconoclaste, sans mauvais jeu de mots. Et cette expression « ma femme », en fait, quand on est une épouse, on va dire « mon mari ». Et le mot « mari », on ne l'utilise pas à d'autres endroits. Ça veut dire uniquement ça. Ça veut dire l'homme avec lequel je suis mariée, je crois. Alors qu'un homme peut dire « mon épouse », bien sûr, mais plus souvent, en fait, il dira « ma femme ». Or, femme, c'est aussi le mot générique pour désigner un être humain de sexe féminin. Donc, à chaque fois que j'entends un homme dire « ma femme », ce qui est quand même plus courant que les femmes disant « mon homme », mais c'est le même problème, j'ai l'impression qu'il dit l'exemplaire qui ne m'appartient qu'à moi de cette race qu'est la femme. J'ai l'impression qu'il dit « ma girafe » ou qu'il dit « mon chêne », mais plutôt « ma girafe » que « mon chêne » quand même. Et je trouve ça assez audacieux, assez orgueilleux que tous les jours dans la vie des hommes disent « oh bah oui, ça c'est ma femme, ça c'est à ma femme ». Mais qui peut prétendre posséder une femme? C'est très très étrange. Et la posséder sexuellement peut-être, mais la posséder intellectuellement, penser qu'on connaît un jour quelqu'un à ce point-là, de pouvoir dire « cette personne est à moi ». Oh, je trouve que c'est bien orgueilleux de penser des choses comme ça. Et donc voilà, de finir ce livre qui est un livre qui parle beaucoup de mariage, de couple. En fait, c'est un livre qui parle quasiment que de choses très prosaïques. Ça parle de la vie normale des gens normaux, sauf que une chose particulière est arrivée. Mais ce n'est que des histoires de famille, de belles familles, d'enfance, de parents. Enfin, il n'y a rien là-dedans de très extraordinaire. De finir sur cette note légèrement provocatrice de ce bon époux qui pourtant doit admettre qu'il ne sait pas du tout qui il avait épousé. Cet aveu d'échec, pour moi, c'était le dernier petit coup de pied que je mettais dans l'édifice que j'avais fabriqué. Je voulais que le livre se finisse sur une sorte de vibrato ou de silence dans lequel le lecteur se retrouverait seul face aux questions qui ont pu l'agiter en lisant mon livre et qu'il doive trouver tout seul ses réponses. Voilà, chers spectateurs, vous vous trouvez seul face à ce livre, Liv Maria.
que je vous invite à lire maintenant. Et puis merci. Et à la prochaine carte blanche. Merci Julia Carnino. Merci. Merci Julia Merci. Carnino. Merci beaucoup. Merci Françoise Thirion. Merci Michel Valmer. Et merci au lieu unique pour cette carte blanche. Merci à Marine Henry et à Samuel Danilo qui nous a filmés.